Bienvenue au webinaire Batimatech 2020 avec Louis-Philippe Bolduc, les nouvelles réalités de collaboration en temps de distanciation. Ça pas très long. Je pense que ce qui est arrivé devait arriver. Je me suis trompé de diapo. Et voilà, on y est. Donc, je pense que ce qui est important ce midi, comme Francis vous l'a mentionné, c'est vraiment de faire en sorte là, que tous et chacun vous ayez la chance là, de m'arrêter et de poser des questions ou à tout le moins de venir les écrire dans l'onglet de questions-réponses. Puis on va faire en sorte, là, durant la présentation, d'essayer de mettre ça le plus dynamique possible dans le contexte pour faire en sorte au moins qu'il y ait certains échanges et éviter que ça soit simplement un monologue de ma part pour le prochain 45 minutes. Fait qu'on va essayer de créer une discussion le plus possible avec le sujet sur lequel je viens prendre parole là, ce midi. Donc, l'objectif aujourd'hui, dans le but, pourquoi j'ai décidé de venir dans le fond là, faire ce webinaire-là avec Francis, c'est que je pense qu'il est important de réaliser que il y a un constat à faire sur l'importance de la collaboration là, dans l'industrie de la construction. Je pense que ça, c'est pas une notion qui est nouvelle, mais je pense qu'on les réalise encore plus avec les enjeux de distanciation sociale en ce moment, sur l'importance aussi dans la collaboration de l'échange quotidien. Donc, oui, il y a des outils, il y a des technologies à plus grand déploiement qu'on entend parler de plus en plus qui nous aident à simplifier le quotidien de la réalisation des projets de construction. Mais il ne faut pas oublier non plus l'échange du day-to-day, là, si on veut, en bon français, qui est aussi un élément important qu'il faut venir considérer. Puis c'est un peu là-dessus aujourd'hui, dans le fond, là, que je veux qu'on prenne du temps à regarder ensemble. Il n'y a pas nécessairement là, de réponse magique. Il n'y a pas nécessairement de bonne ou mauvaise réponse, mais surtout pas de vérité absolue. Donc, ça là-dessus, je vous inviterais là, à faire part de votre quotidien aussi, parce que veux pas, on est tous un peu confrontés à cette nouvelle réalité-là, tous et chacun. Donc, être capable de vous entendre, je pense, Lydie, ça va bonifier la présentation. D'entrée de jeu, je veux qu'on prenne le temps de se refaire un peu un point sur la collaboration, là, comme on en entend parler ces dernières années dans l'industrie, surtout avec ce qu'on parle quand on parle de processus de design intégré ou conception intégrée. Je pense que ce qu'il faut voir un peu, si on veut simplifier et essayer de rendre ça peut-être un peu plus imagé, c'est que la réalisation d'un projet, finalement, c'est une histoire. Tous les acteurs qui interviennent dans un projet écrivent la même histoire et contribuent à leur tour, à chacun à leur tour, dans le fond, à faire en sorte que cette histoire-là prenne forme. La tendance actuelle, je pense qu'elle vient renforcer l'inclusion de tous les parties prenantes pour que de plus en plus tout le monde participe au même moment à chacun des chapitres, parce que traditionnellement, dans le fond, l'industrie de la construction était très en silo. Donc, on pouvait dire que chaque intervenant s'occupait de son propre chapitre sans nécessairement tenir compte des autres. Alors, il faut être capable de transformer un peu notre approche, nos démarches pour faire en sorte que ce principe-là fasse en sorte que nos histoires sont mieux faites. Donc, ça a l'air un peu simple comme approche, mais je pense que c'est important de mettre les choses en perspective et de venir un peu cibler la base même de pourquoi on parle tant de la collaboration. Puis je pense que le principe de l'histoire en est une qui permet de bien comprendre et de bien mettre la table dans le fond quand on veut essayer de faire simple. Donc, ici, je me permets de reprendre des extraits qui viennent du livre que Bill Reed a écrit, qui remet vraiment les fondements du processus traditionnel de conception comme on le connaît versus le processus plus intégré qui met vraiment de l'avant la collaboration.
Comme vous voyez sur le graphique du haut, au niveau du processus traditionnel, on voit un peu comme un goulot d'étranglement où à chaque étape, dans le fond, l'information arrive et finit par se jumeler et on en arrive finalement à la construction où c'est là vraiment qu'on mélange l'information pour la première fois, où on rouvre les silos que tout le contenu de chaque silo se mêle ensemble, avec les réalités qu'on connaît, avec les défis que ça demande, et souvent aussi les problématiques d'exécution qui peuvent en découler. Où on arrive avec les avantages du processus intégré et du processus de collaboration qui met un peu, selon moi, la base de théorie sur quoi on veut vraiment travailler dans notre réalité au niveau de l'industrie de plus en plus quand on parle de cette fameuse collaboration-là. On veut créer des boucles, dans le fond, des boucles d'itération où à chaque étape d'un projet, on est capable de déjà commencer à mélanger l'information de chaque silo, ce qui fait qu'on vient un peu briser ces silos-là. Ces silos-là n'existent plus. C'est vraiment des boucles itératives où tous les intervenants sont demandés à contribuer pour faire en sorte qu'on soit capable, avant d'arriver à l'étape de construction, d'avoir déjà coordonné, intégré, digéré l'information et d'avoir adapté les choses en conséquence quand c'est le temps. Je reviendrai un peu plus loin là-dessus aussi sur les enjeux d'impact temps, échéancier et autres par rapport à ça. Où je veux en venir avec ça, dans le fond, c'est qu'on réalise que pour faire une bonne approche intégrée, il y a un enjeu de transfert d'informations, d'échange d'informations sur notre quotidien, sur le day-to-day, comme je vous le disais d'entrée de jeu. Et je pense que c'est vraiment là-dessus que je veux focusser aujourd'hui parce que on a pris pour acquis avec les années de faire beaucoup de rencontres, de se rencontrer en personne, de faire des séances de travail et de faire en sorte que c'est tout le monde ensemble dans la même pièce sur une base régulière, qu'on était capable de faire avancer plus vite les projets, qu'on était capable, dans le fond, de faire en sorte que cette fameuse boucle itérative-là que je vous présente en ce moment puisse être concrétisée et qu'on réussisse à devenir meilleur et mettre ça en vigueur. Et dans le fond, le défi en ce moment, c'est bon, comment qu'on y arrive, comment qu'on le fait dans un contexte où on ne peut plus se voir en personne. Et c'est beau les Zooms, c'est beau les Teams, faire les rencontres, mais reste qu'au-delà de la rencontre, il y a quand même des suivis à faire. Et c'est là, je pense, que l'enjeu est de comment qu'on fait bien pour gérer ce flot d'informations-là dans un contexte où on est tous et chacun ses choix et qu'on doit quand même continuer d'avancer nos projets. Si je continue un peu aussi sur les enjeux peut-être plus théoriques de base qui font qu'on réalise la bonne conception, c'est qu'on met aussi un facilitateur. C'est dans un concept de collaboration, sans nécessairement avoir quelqu'un qui a vraiment le rôle officiel de facilitateur, par nature, il y a tout le temps un des membres de l'équipe qui va finir par vraiment occuper ce rôle-là de facilitateur. Et je voulais juste, dans le fond, prendre la peine de ramener un peu les fondements de même de l'importance d'avoir ce rôle-là pour faire une bonne collaboration dans votre projet. Dans le fond, je le disais ici, là, comment une équipe intégrée crée de la valeur et facilite la réalisation d'un projet, c'est que vous avez, dans le fond, une compréhension de ces enjeux-là qui sont, dans le fond, le facilitateur qui facilite la coordination entre le client et les concepteurs. C'est vraiment un peu la courroie de transmission ou un peu la personne qui, de nature, devient le chef d'orchestre qui pèse le pouls et qui vient un peu s'assurer que le rythme prévu avance comme prévu. Ça permet aussi d'aller chercher un peu l'expertise de chacun. Un terme que j'aime beaucoup employer, qui n'existe pas, mais qui n'est pas nécessairement le mot dérisquage pour moi, et d'une gestion du risque qui permet de le diminuer, de mieux le contrôler. Donc, une bonne équipe intégrée, bien accompagnée avec quelqu'un qui a un rôle de facilitateur, va être capable de bien cibler ces enjeux-là quand c'est le temps, aux bonnes étapes dans le projet. Et je revenais un peu sur le rôle de guide. Et il y a un petit graphique ici que j'aime bien, que j'ai trouvé là, sur Internet puis que je réutilise souvent, qui montre aussi un peu là, de manière graphique là, en 3 étapes le rôle qu'on peut s'attendre du facilitateur. Et je pense qu'une des petites lacunes qu'on peut retrouver en ce moment, c'est peut-être que dans chaque équipe de projet, souvent on commence la conception, on commence à avancer le projet, mais le facilitateur n'est pas nécessairement nommé ou identifié.
ce qui parfois fait en sorte que on perd un peu le fil, on perd le cadre. Donc, de ce point-là, je pense que c'est vraiment important de se rappeler ces aspects-là si on veut vraiment être mieux et meilleur dans un contexte de collaboration. Donc, peut-être pour conclure cette aparté théorique, là, pour mettre la table à la présentation ce midi, 3 rappels des défis majeurs qui se présentent présentement dans l'industrie quand on parle de collaboration. Il y a un enjeu d'imputabilité traditionnellement pas dans tous les projets, mais dans la plupart des projets, ou quand il y a des projets problématiques qui sont rencontrés dans l'industrie, c'est ce fameux silo-là que je vous parlais précédemment. Donc, comment on fait pour s'assurer d'avoir une équipe qui est imputable et non des intervenants imputables? C'est vraiment deux choses qui peuvent se ressembler, mais qui sont très différentes quand on prend la peine de l'analyser. L'industrie qui est en silo, donc par rapport à cette imputabilité-là, quand on est plus en mode intervenant qui s'occupe de son cadre à lui, sans nécessairement tenir compte de l'ensemble des paramètres de succès du projet, c'est certain que ça peut créer des enjeux. Il y a une statistique qui était quand même intéressante là, qui disait que 25 à 30 des coûts de construction viennent du fractionnement en raison du manque de communication, des erreurs chantier, des enjeux de coordination qui sont souvent repris en chantier de construction au lieu de pouvoir être repris en amont. Je pense qu'avec la technologie BIM puis la simplification un peu de la capacité de voir les enjeux de coordination dans un projet avec le 3D, on est capable d'être meilleur de ce côté-là, mais néanmoins, il y a quand même une approche humaine derrière. Et si l'approche humaine derrière le projet ne favorise pas un climat de collaboration, on va quand même se retrouver avec des silos et des enjeux comme on le mentionne ici. Et finalement, budget, échéancier et design sont rarement respectés. On ne se le cachera pas que ça reste quand même un défi de taille dans notre industrie à certains niveaux de encore atteindre ces 3 cibles-là d'entrée de jeu. Donc, 3 défis qui, au final, avec une meilleure collaboration, avec des enjeux de projet dans un mindset qui est plus intégré, permettent de venir un peu répondre à ces 3 défis-là. Pour la suite, je veux vraiment rentrer dans le vif du sujet et dans le fond, j'ai pensé aujourd'hui à plus vous faire une étude de cas. Et cette étude de cas-là, eh bien, c'est assez simple. Je me suis basé sur A+, pour vous en parler. Donc, l'objectif que je veux un peu voir avec vous, c'est de vous montrer un peu le quotidien, comment Jusqu'à mars dernier, A+, on était en train de développer cette approche-là avec nos solutions internes et comment notre réalité quotidienne prenait part avec les outils qu'on était en train de développer. Et par la suite, bien, COVID arrive et comment qu'on fait pour s'adapter, être capable de trouver des solutions innovantes pour essayer de garder ce contact-là d'échange et de collaboration qui est important dans des projets clés en main, design build ou encore des approches de conception intégrée là, comme on développe au sein de l'entreprise chez A+. Donc, pour nous, à l'interne, là, chez A+, comment qu'on voit les choses, c'est qu'il y a 3 solutions de base qui sont un peu là, le fondement même de notre approche de collaboration au sein de l'entreprise. C'est qu'on veut être vu comme une firme en mesure de prendre en charge et de chapeauter l'ensemble du processus. Donc, prendre la responsabilité de l'ensemble du projet et les paramètres dès le jour 1. Donc, devenir ce chef d'orchestre-là, ce facilitateur-là que je vous parlais d'entrée de jeu, dans l'équation de notre réalité, c'est de devenir ce facilitateur-là, qui va assumer le rôle du début à la fin et même pendant la construction, parce que bien souvent, il reste quand même certains enjeux de conception à finaliser durant un cycle de construction, surtout quand on a des projets avec des échéanciers très serrés. Miser sur une collaboration agile et transparente, donc être en mesure de briser ces silos-là, de vraiment penser imputabilité de l'équipe projet et non nécessairement de penser aux bénéfices ou aux intérêts de chaque personne en fonction de leur champ d'expertise. Donc, c'est s'assurer d'avoir un dialogue ouvert, d'avoir une
une information qui est ouverte, d'avoir une information qui est disponible à tous ou qu'on est capable de voir en temps réel le plus possible qu'est-ce qui se passe dans chacun de nos projets. Et un accompagnement, dans le fond, du début à la fin. Donc, vu qu'on arrive très tôt dans le projet comme facilitateur, on est capable, avec le client, d'élaborer des concepts très préliminaires, des options et de déjà un peu commencer ces itérations-là en intégrant au fur et à mesure les concepteurs pour former l'équipe assez tôt dans le projet. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas de vérité absolue, mais pour nous, c'est notre vision, c'est à laquelle on croit et c'est vers ça qu'on essaye depuis les dernières années de renforcer, de positionner notre approche intégrée sur ces 3 fondements-là. Un graphique très intéressant qui vient un peu complémenter la partie théorique que j'avais tantôt présenté d'entrée de jeu, c'est aussi l'enjeu monétaire. Donc, tantôt, on voyait qu'il y avait une statistique qui disait qu'il y avait quand même un pourcentage assez important, là, 25 à 30 de coûts qui pouvaient être issus d'enjeux de coordination. Mais ce qu'il faut comprendre, et ici, vous avez une explication hyper intéressante et assez visuelle, c'est que dans le temps, vous avez 2 tendances. La tendance rouge en pointillé qui montre la valeur d'un changement, le coût associé au changement dans le temps d'un cycle de projet. Et dans le bleu, la capacité qu'on a à facilement maîtriser le coût ou encore les ressources pour faire place à un changement. Donc, on voit que plus qu'on est tôt dans l'échelle du temps du projet, plus c'est facile et peu coûteux de modifier des choses. Et à un moment donné, on arrive à un point, quand la construction commence, que dans le fond, on va tomber dans un cycle inverse où le coût va devenir de plus en plus difficile à minimiser et qui va prendre, dans le fond, une incidence exponentielle sur sa valeur versus si on l'avait géré plus tôt dans le projet. Et ça m'a devenu de plus en plus difficile de ne pas impacter ou d'avoir une bonne maîtrise de ces coûts-là. Pourquoi? Bien, c'est assez simple. Dites-vous qu'un chantier moyen, vous pouvez avoir facilement 50 à 60 travailleurs, voire des grands chantiers de construction institutionnelle, d'avoir facilement 200, 300, 350 travailleurs sur une journée normale de travaux. Un chantier de construction, fondamentalement, c'est un site, c'est fait pour être optimisé, pour être capable de faire une chaîne de montage, mais encore plus difficile, c'est que c'est fait sur place. Toutes les étapes doivent s'embriquer un dans l'autre pour rendre le chantier optimal et réussir à respecter le temps alloué pour livrer le projet. Donc, quand on vient commencer à changer un peu le plan de match, donc les plans avec des directives de changement et autres, et on brise le cycle, on retarde des hommes, on arrête des travaux et le rendement, la productivité des équipes sur les chantiers est alors ralentie et ces hommes-là ont un coût. Donc, si on avait prévu, exemple, faire une section en 4 jours de travail, mais qui est rendu à 2 jours, il faut changer, puis que ça prend 2 jours de plus pour faire la modification et pouvoir reprendre. Au final, c'est pas 2 jours de plus de travaux que ça va prendre, c'est 4 de plus parce que les 2 jours où on a fait une modification, c'est pas nécessairement vrai que l'équipe va pouvoir aller faire d'autres choses pendant ce temps-là. Elle a quand même un rythme, une cycle qui vient de se briser et qui, des fois, peut être 2 fois plus impacté que la simple valeur directe d'avoir fait le changement. Donc, en somme, c'est sûr et certain que les enjeux, les problèmes, les changements qu'on réalise et qu'on doit faire sur un chantier de construction pendant la phase de réalisation de construction sont beaucoup plus dommageables pour la stabilité du cadre de votre projet que si on attaque et on aborde ces réflexions-là durant la conception. C'est le fondement même de ce pourquoi on essaye de plus en plus de valoriser une bonne conception intégrée en amont. Et c'est pas mal aussi le fondement qui vient piloter les 3 balises que je vous présentais par rapport à l'approche A+. Parce que pour nous, dans le fond, un design optimisé et valorisé, ça fait la clé d'un succès. C'est un petit exemple ici qui vous montre là, que des fois, 4 du design peut représenter jusqu'à 20 des coûts et qu'en équipe, de manière concertée, quand tout le monde se met d'accord, on est capable de vraiment venir chercher la cible que le client souhaite pour son investissement.
tout en faisant en sorte de respecter et de donner la signature que les concepteurs au niveau du design, de l'architecture avaient en tête et souhaitent représenter au niveau du projet et du mandat qui leur a été donné. Donc, ça là-dessus, des fois, on vit des expériences qui ne sont pas nécessairement dans ce sens-là, mais quand on a la bonne approche, la bonne vision et qu'on a les bons intervenants, qui ont les bonnes compréhensions des enjeux, on est capable d'arriver à des objectifs comme ça. Vous le voyez ici, c'est quand même une image d'un projet concret qu'on a réalisé avec des esquisses préliminaires. Donc, on est capable de brainstormer et d'arriver à nos fins par rapport à ça. Donc, dans une approche de conception intégrée, une compagnie comme nous qui fait de la facilitation, qui devient un peu le chef d'orchestre qui guide, parce qu'on ne fait pas de conception. On est vraiment dans la mode gestion du processus de collaboration. On devient un peu la partie prenante de la construction, c'est inévitable, mais durant l'idéation du projet, durant le cycle d'analyse de valeur, durant le cycle de conception, on devient vraiment un peu comme le facilitateur qui s'assure que les objectifs du client sont maintenus par rapport au cadre initial qui avait été établi avec lui. Donc, on vient créer des outils qui sont partagés avec les différents intervenants, que ce soit un cadre budgétaire initial, différentes catégories de budget qui partent la case D très préliminaire à une case A finale qui peut servir à la construction, un échéancier critique qui devient un peu notre chemin à suivre, qui devient notre feuille de route au niveau du balise, au niveau des balises de temps qu'il faut s'assurer de respecter si on veut que le projet fonctionne, et aussi, dans le fond, différentes quantités pour se donner une idée. Et on arrivait à une étape chez A+, où on était capable aussi d'emmener une valeur ajoutée additionnelle ou d'entrée de jeu, plutôt, on était capable, avec certaines technologies, que ce soit les lasers 3D, que ce soit avec des représentations préliminaires grâce à l'expertise qu'on a à l'interne, de juste au moins guider le client en amont pour déjà essayer de raffiner et de mieux cibler les besoins, pour simplifier le travail de l'équipe quand on rentre dans les cycles, les boucles itératives que je vous montrais avec les principes théoriques tantôt. Donc, la roue tournait, beaucoup de collaborations, beaucoup de rencontres, beaucoup de réalités de projets où il y a tout le temps en mode de rencontre, d'échange téléphonique pour être capable de faire avancer nos projets. Et finalement, survient la COVID-19. Donc, comme vous tous, qui vivez cette période-là un peu spéciale, ben, on doit s'adapter et on doit réussir à avancer la réalisation de projets tout en conservant l'approche entre les intervenants. Et c'est là que le défi est parce que, oui, on est capable, comme on fait aujourd'hui, de faire des rencontres Zoom, on est capable de faire des rencontres Teams, de faire avancer des dossiers en étant tout le monde ensemble sur nos ordinateurs. Mais quand ces rencontres-là finissent, c'est peut-être un peu plus difficile de nature d'être sûr d'être bien au fait de quelles sont nos tâches, quels sont nos devoirs pour la prochaine semaine, comment qu'on fait pour, entre-temps, essayer de montrer que les dossiers avancent, puis de faire en sorte là, que nos documents puissent être coordonnés comme on le voulait, qu'on règle les problèmes, et ainsi de suite. Ça nous a emmené à essayer de repenser un peu notre quotidien. Donc, là-dessus, il y a des réflexions, inévitablement, qui ont été faites et qu'on a mis en place. Et c'est un peu ça que je veux vous montrer pour la suite de la présentation. Honnêtement, j'ai pas répondu à aucune question jusqu'à présent. Je me permets juste une petite aparté parce que j'ai quand même l'onglet questions-réponses ouvert à mes côtés. Puis j'ai vu qu'il n'y a aucune question. Donc, je le réitère, là. Gênez-vous pas là, pour écrire une question dans le petit onglet que vous voyez sur votre écran, là, Q&R. Vous pouvez ouvrir, venir écrire au clavier là, des précisions que vous voudriez avoir sur la première partie que je viens de finir ou autre. Puis ça va me faire plaisir d'aller peut-être renforcer certains points auxquels que vous trouvez que j'ai passé vite dessus, puis que ça vaudrait la peine là, de revenir. Donc, n'hésitez surtout pas à m'écrire des questions pour qu'on puisse, au fur et à mesure, y répondre. Donc, là-dessus, je vais continuer. Donc, comme je vous disais, on est passé en mode réflexion pour essayer de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous pour essayer de s'adapter. Donc, chez A+, on a fait l'acquisition, on travaille avec la suite
Office de Microsoft depuis quand même un certain temps et on utilisait à l'interne de manière, je vous dirais, très sommaire l'outil qui s'appelait Microsoft Teams pour plus faire des échanges entre collègues, plus être au fait de, on pourrait dire, babillard d'informations pour les activités internes chez A+. Il y avait un projet au printemps 2019 qu'on avait réalisé avec Teams. Ça avait été intéressant, mais on avait vu quand même certaines limites. Le but étant que c'était quand même une compagnie en technologie de l'information et eux étaient vraiment bien au fait, étaient vraiment très habitués avec l'interface de Microsoft Teams. Donc, pour nous, ça avait été une petite période d'apprentissage, mais le client était très, très, très réceptif parce que pour lui, c'était un peu la base. Donc, on avait un peu rencontré là, d'enjeux avec Teams, mais pas plus que ça. Donc, euh, c'est là qu'il y en était pour Teams. Et toutes les autres interfaces, là, je vous dirais, qui étaient issues un peu de Teams, surtout Planner, Microsoft Planner, que je vais vous parler un peu plus tard, on avait très peu de connaissances sur cette interface-là. Microsoft Outlook était surutilisé. Je vous dirais que la réalité et le réflexe humain est d'envoyer des courriels, de répondre par courriel. Donc, le flot d'informations est très souvent géré par courriel. De plus en plus, je vais prendre la peine de vous présenter c'est Trello. Et Trello, nous, on s'en servait beaucoup à l'interne pour faire des suivis sur nos projets de développement interne, donc des initiatives qu'on voulait aller de l'avant ou aussi pour animer nos rencontres d'équipe, de département, rencontres d'entreprise. Donc, on était capable un peu de faire suivre et animer nos initiatives par cette plateforme-là. Et sinon, après, ben, c'est plus d'autres modes pour réaliser des rencontres Skype et Zoom que rapidement on a essayé puis qu'on a décidé là, de voir le potentiel d'exploration. Donc, ces approches-là de réflexion menaient vraiment à répondre à notre problème de comment on va faire au day-to-day pour être capable de continuer à collaborer avec nos clients pour améliorer l'échange d'informations avec nos clients, mais aussi avec toute l'équipe de concepteurs qui travaillent avec nous sur nos projets. Il faut trouver une manière pour que la collaboration soit efficace quand on fait des rencontres informatiques à distance, d'avoir tout le monde au même endroit, un tableau de bord qui vient permettre de montrer un peu l'avancement de chaque dossier avec qui est imputable et qui, dans le fond, permet de faire en sorte qu'on avance de ce côté-là. Et c'est ce qu'on a été capable de répondre, puis que je vais vous montrer. Juste avant, j'avais une question ici. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aura un avant-après après la découverte? Quel point c'est pertinent de mettre en œuvre une mesure de gestion à long terme? Bien évidemment, les mesures prises pour la gestion de la crise ne sont pas mises en doute. Ben, un avant-après, vous allez voir en conclusion, dans le fond, de la présentation que j'ai l'impression qu'il va y avoir un avant-après, surtout sur nos manières d'échanger l'information. Je pense que on va retenir de cette situation-là que manière vraiment d'être plus efficace dans notre manière de gérer le flot d'information au sein des équipes projet et d'être un peu plus efficient dans notre approche. Donc, la réponse plus détaillée s'en vient dans les prochaines diapos, mais merci pour votre question. Ça permet de mettre la table. N'hésitez pas aux autres, ceux qui ont envie aussi de poser des questions. Donc, rapidement, de notre côté, on a vu les plus et les moins des différentes options qui se présentaient à nous. Et considérant qu'on avait déjà la suite Office là, chez A+, on s'est mis à voir beaucoup de bénéfices par rapport à Teams. Donc, rapidement, on s'est mis à utiliser Teams de plus en plus, surtout avec l'interface des vidéoconférences et du potentiel de groupes de discussion et autres. Donc, on s'est mis à faire beaucoup d'animations avec Teams et on a découvert un peu les avantages aussi du Trello en mode tableau de bord. Donc, vous voyez ici un peu un exemple là,
de Trello, donc l'interface Trello que je vais vous montrer ici plus en détail. Donc, Trello, essentiellement, c'est un site à la base, site Internet, mais vous pouvez aussi l'avoir en application là, sur vos appareils mobiles. Et ça vient vraiment, dans le fond, servir à réaliser des tableaux de bord où vous venez créer des colonnes qui sont, dans le fond, des spécialités. Vous pouvez l'adapter. Nous, on l'adapte à différentes. On faisait souvent des comptes, on s'en servait pour faire nos suivis de rencontres, on s'en servait pour faire avancer des initiatives. Donc, au final, vous pouvez réaliser dans un cadre projet différentes approches. Donc, vous voyez ici un exemple où on a des gestions d'opportunités, qu'on a des enjeux par rapport à les différents contextes de projet. Et chaque tâche que vous faites, dans le fond, vous pouvez venir mettre un responsable, vous pouvez venir mettre une date limite et cette personne-là va juste avoir des avis et ça fait vraiment une capacité de venir, dans le fond, ajouter là, un tableau de bord précis où, dans le fond, je vais y arriver, pardonnez-moi. Chaque intervenant précis est capable d'avoir un peu qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à ses fonctions pour faire avancer le projet efficacement dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents aussi add-ons qui existent, qui sont capables de venir bonifier votre interface. Et récemment, on n'a pas jamais mis en application nécessairement, parce que vous allez voir pourquoi plus tard, mais j'avais découvert avec un groupe qui nous accompagnait le potentiel de venir acheter un add-on qui s'appelle Elegant, qui, dans le fond, le dit un peu, là, de venir mettre un diagramme de Gantt sous forme d'échéancier pour faire avancer votre projet. Donc, vous êtes capable de venir structurer vos différentes tâches données à chacun en fonction de date de tombée. Donc, ça donne aussi un meilleur portrait. Et vraiment, cette interface-là permettait, dans un cadre projet, comme on voit ici, d'avoir, dans le fond, un onglet dédié à l'architecte, un onglet dédié à l'ingénieur en structure, un onglet dédié à votre équipe d'ingénierie électromécanique, un onglet dédié au client, et aussi un onglet dédié plus pour l'aspect coordination, parce que ça, on était rendu sur un projet qui était en chantier. Mais vous voyez un peu la vie, donc ça fait une interface qui est vivante, qui est modulable. Donc, quand vous faites vos rencontres par vidéoconférence, bien, vous êtes capable d'avoir un deuxième écran où cette interface-là, Trello, vu que c'est sur Internet, c'est dans le fameux cloud, bien, tout se fait en temps réel. Donc, avec vos équipes, vous êtes vraiment capable, avec cet outil-là, de faire vivre votre projet et d'avoir un peu un bilan au day-to-day où, quand la rencontre finit, bien, si vous êtes l'architecte, puis 2 jours plus tard, votre tâche est finie, vous pouvez vous connecter sur le site, de venir cocher que c'est fait, de donner un commentaire ou de rajouter une tâche pour votre collègue en structure afin que celui-ci prenne action sur vos tâches. Donc, ça fait vraiment un outil qui est hyper dynamique, qui est hyper simple et qui vient faciliter ce fameux enjeu-là, dans le fond, de venir faire suivre et faire échanger le flot d'informations. Vous n'allez pas nécessairement stocker votre information sur la plateforme Trello, mais vous allez venir la documenter et montrer l'état d'avancement. C'est vraiment un tableau de bord à proprement dit qui est possible. J'ai une question qui est aussi apparue entre-temps pendant la présentation à laquelle je vais venir répondre. Donc, combien d'intervenants sur la planification d'un projet avant COVID et combien ont continué, suite à l'arrêt des chantiers, à travailler avec les nouvelles technologies que vous avez mises en place? Bien, la réalité de notre côté est que, je vous dirais, l'équipe de chargés de projet et plus l'équipe de direction de l'entreprise, on est tous restés impliqués dans nos projets et c'est vraiment 100% durant la période. Depuis le 23 mars, je vous dirais que 100% de tous nos projets en cours ont été migrés vers la plateforme de collaboration. Donc, notre but, c'est qu'à la reprise, qu'on pense être le 11 mai avec ce qu'on voit passer comme nouvelle ce matin, c'est qu'à partir de la reprise en mai, on veut maintenant que 100% de nos projets qui vont reprendre continuent avec cette plateforme de collaboration-là. Et tous nos nouveaux projets, systématiquement, dans le futur, on va créer des interfaces
parce que même si on recommence à faire des rencontres en personne, parce que même si on réussit à reprendre contact avec des collaborateurs peut-être plus facilement, on s'est aperçu avec ces plateformes de collaboration-là qu'on a une information en temps réel beaucoup plus rapide, que ça devient un outil central au niveau de la transparence, du flot d'information, au niveau de l'approche de faire des meilleurs suivis. C'est vraiment plus efficace et surtout, ça diminue grandement la quantité de courriels où finalement, ça finissait que les courriels de 9 à 3 personnes les regardent. Tout le monde les regarde soit tôt le matin ou tôt en fin d'après-midi pour essayer de reprendre son retard. Et finalement, cette rapidité-là d'exécution perd un peu son rythme. Donc, de notre côté, je vous dirais là, que c'est une intégration totale qui a été faite parce qu'on a vu les bénéfices qui sont associés à la création de tableaux de bord comme ça qui permettent de faire les suivis en temps réel. Et dans cette approche de collaboration-là que je vous parle aujourd'hui, on voit vraiment à quel point c'est amélioré. Vous voyez, sur l'exemple, je vous montre, il y a un petit dessin là, sur fond gris qui est un extrait de Revit que l'architecte sur le projet a mis, puis qui montre dans le fond que sa solution, il l'a trouvée comme ça, puis dans le fond, ça a permis de venir juste rapidement montrer à tout le monde un peu ce qui allait sortir, puis déjà de commencer à se coordonner en conséquence. Donc, ça simplifie et ça accélère de beaucoup les flots d'informations et la facilité à laquelle on voit la capacité à mieux suivre le projet, peu importe votre rôle dans le projet. Pour nous, qui jouons le rôle de facilitateur dans ces projets-là, ça nous permet d'avoir l'aperçu, la vue globale de tous les enjeux en cours dans le projet. Les choses étant ce qu'elles sont, on s'est rendu compte en cours de route que Microsoft a un service similaire qui s'appelle Planner. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Planner, vous avez aussi des options de tableau de bord en forme résumée. Donc, fameux dashboard, les overviews, comme vous pouvez le voir là, au sein de l'approche Planner, qui permet d'avoir des statistiques et aussi des bilans de vos projets. Donc, combien de tâches sont ouvertes, combien de tâches sont en retard, combien de tâches j'ai par intervenant, en moyenne, combien de temps qu'on est capable de régler, comme vous voyez ici, combien de tâches que j'ai d'assignées et de non assignées. Une tâche non assignée dans un projet de construction avec l'approche qu'on met de l'avant, c'est un problème. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui s'en occupe en ce moment. Donc, c'est toutes des initiatives comme ça que finalement, on a vu et que vu qu'on est déjà dans l'environnement Office, on avait aussi l'ensemble des plateformes. Donc, on était capable de joindre facilement nos dossiers du serveur parce que nos serveurs chez A+, sont avec SharePoint. Donc, notre serveur est sur le cloud. Donc, peu importe où on se trouve, on se connecte sur Internet, on est capable d'aller chercher nos dossiers du projet. Ce qui facilite l'information. On est capable aussi, avec SharePoint, de créer des liens pour partager les dossiers auprès d'intervenants externes. Donc, soudainement, avec SharePoint, on est capable de créer un environnement de travail où facilement on est capable, avec notre serveur, de créer, dans le fond, là, des questions, puis de venir transmettre et d'échanger ces points-là à tous les intervenants. Donc, on a fait une décision au mois d'avril quand on a pris la décision, dans le fond, de faire cette transition-là à grande échelle, on a décidé de délaisser Trello, qui était une interface isolée qui ne parlait pas à l'environnement Microsoft. Et c'est aussi parce que Trello était une interface gratuite avant et qui devenait payante. Donc, il y avait aussi une décision un peu d'entreprise là-dedans. On a Planner qui a une interface intéressante, qui répond à nos besoins et qui, en plus, on paye déjà pour. Donc, on a décidé de délaisser Trello pour favoriser Planner, vu qu'on avait déjà ce système-là pour lequel on payait au lieu de payer un nouveau système. Et vous allez voir que, au final, vous avez le même projet que ce qu'on a vu tantôt dans la diapositive qui montrait un peu un exemple de Trello. Donc, vous voyez ici le même projet avec le même déroulement. Donc, on retrouve un peu le même environnement de travail. On est capable de faire les mêmes tâches. On est capable de réaliser un peu les mêmes approches avec l'équipe de coordination, à la différence près que, vu que c'est à l'intérieur de l'environnement Office,
il y a certaines petites configurations informatiques, généralement, qu'une ressource en TI doit faire pour inviter des ressources externes qui ne sont pas nécessairement dans votre environnement Office interne de serveur d'entreprise, mais une fois que cette invitation-là externe est faite, les intervenants externes sont capables de joindre à votre projet et de collaborer autant de fois qu'ils veulent sur la plateforme comme ça serait sur Trello. Et le gros avantage avec Planner, c'est que c'est plus facile de joindre vos dossiers d'information du fait qu'on a SharePoint. Comme vous voyez ici, il y a un extrait où on voit qu'il y a un onglet Plan à jour qui permet rapidement de cliquer, puis ça devient un peu la base où tous nos plans les plus récents sont disponibles. Donc, que vous soyez sur le chantier, que vous soyez l'architecte, la structure, vous pouvez voir rapidement avec quoi nous, au niveau de A+, on travaille pour être capable de faire avancer le projet. Donc, aussi des codes de couleur, rouge étant prioritaire, les dates en rouge étant des dates qui sont en retard. Vous comprendrez que dans le contexte COVID, tout s'est un peu mis au ralenti. Donc, c'est certain que les dates initialement prévues, eh bien, pour l'instant, ont pris du retard. Fait que les saisies d'écran font en sorte que c'est comme si notre projet est complètement hors de contrôle, mais c'est plus que on est dans un contexte un peu particulier en ce moment avec COVID. Mais de notre côté, c'est vraiment avec Planner, avec Teams et avec SharePoint qu'on a découvert la facilité et les avantages d'améliorer notre échange quotidien avec nos équipes projet. Donc, même Teams, je vous dirais que la plupart des rencontres d'équipes, vu que c'est quand même des plus petites équipes de notre côté, on a quand même des équipes projet un peu plus petites, généralement à 5-6 intervenants, on est quand même capable de faire beaucoup de choses qu'on avance. Donc, nos rencontres dans Teams, je vous dirais qu'en bas de 9 personnes, c'est très efficace, puis ça va quand même assez bien d'expérience de notre côté. Donc, on a vraiment à avoir un enjeu d'outils intégrés avec la même base qui est Office avec laquelle on travaille, puis qu'on a été capable d'améliorer quand même de manière assez significative notre capacité à améliorer le flow quotidien d'informations au point, comme je le mentionnais un peu plus tôt, qu'à la reprise en mai, ça va devenir une approche qui est totalement intégrée dans nos projets maintenant. Tous les projets vont commencer, on va avoir automatiquement ces interfaces-là qu'on va partager aux clients, aux concepteurs pour faire en sorte d'échanger l'information efficacement et ainsi permettre, dans le fond, de réduire de beaucoup aussi la quantité de courriels qu'on génère, en plus de simplifier la plateforme où vous êtes capable d'avoir en un seul coup une seule vue globale, un peu l'état d'avancement du projet, où sont les enjeux, les défis, les problèmes, qu'est-ce qu'on a réglé, à quoi qu'on est passé. Donc, par rapport à ça, c'est vraiment intéressant. Comme je vous disais, là, il y a un groupe d'étudiants à la maîtrise, à l'ETS, qui s'est adonné en même temps que nous à travailler sur un projet de maîtrise où en plus a servi un peu là, de cas d'étude. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce groupe-là aussi, on était capable en parallèle, en même temps, de voir un peu les avantages Trello, Planner et autres. Donc, ça nous a permis pour le webinaire aujourd'hui d'avoir quand même beaucoup d'informations et avoir quand même fait beaucoup d'essais-erreurs pour vous parler un peu de cette réalité-là de quotidien qu'on essaye de s'adapter et qui, en conclusion, de notre côté, risque de rester. Fait que pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés, il y a quand même ici quelque chose d'intéressant à retenir par rapport à ces outils-là de collaboration quotidienne que je pourrais nommer ainsi, là, qui sont intéressants à considérer. Donc, je vous dirais que par rapport à Trello, au niveau des avantages, clairement, l'identification visuelle simple et agréable est quand même un aspect qui est intéressant. Les intervenants, c'est très, très simple pour l'utilisation. C'est juste des courriels. Vous invitez le courriel, la personne remplit son profil, puis on est capable de rapidement tomber en mode collaboration sur la même interface de projet. Et les add-ons que je vous mentionnais tantôt, qui sont super intéressants avec l'ajout d'échéanciers qui peuvent être mis pour avoir une vision un peu plus dans le temps là, des tâches, comment ça avance. Il y a certains inconvénients avec Trello qui ont fait en sorte que nous, on a migré vers Planner. Le plus important, je pense que c'est que ça devenait un outil qui était payant.
qu'on n'avait pas envie nécessairement d'investir dans un outil additionnel quand on avait quoi de similaire qui répondait déjà à nos besoins dans ce qu'on avait déjà. Un environnement qui est isolé, donc qui ne parle pas nécessairement à l'environnement Microsoft Office. Certaines fonctions limitées au niveau de la saisie d'informations avec certains caractères que vous avez une limite de possibilités, ainsi de suite. Au niveau de Planner, je vous dirais là, que ses principaux avantages, le principal avantage de Planner, c'est l'environnement qui est lié à Office 365, les liaisons directes que vous pouvez avoir avec Teams et vos groupes, parce que ce qui est intéressant, c'est que Planner et Teams sont vraiment liés ensemble. Donc, quand vous utilisez Planner, bien, automatiquement, vous avez un groupe Teams aussi qui est créé. Donc, dans l'interface Teams, vous pouvez aussi avoir un chat room, une salle d'échange juste pour écrire des messages, ainsi de suite. Donc, des fois, vous voulez juste une petite information rapide. Au lieu d'écrire un courriel, vous l'écrivez là-dedans. La personne reçoit une alerte, est capable d'aller voir, ainsi de suite. Ça crée aussi une salle de conversation, ce qui est quand même intéressant à ce niveau-là. Ensuite, l'interface ressemble quand même beaucoup à Trello, peut-être un peu plus monotone, ressemble avec les environnements Microsoft comme on les connaît. Et possibilité de jumeler votre échéancier au calendrier Outlook si on veut. Donc, j'avais une question ici qui me demandait si le diagramme de Gantt était disponible sur Planner. Le diagramme de Gantt comme tel n'est pas disponible. En tout cas, on n'a pas trouvé de add-on qui pourrait linker potentiellement un Microsoft Project ou autre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ultimement, si on veut, on peut venir intégrer un Outlook avec les dates dedans. Donc, en soi, ça peut quand même être un aspect qui est intéressant là, à considérer selon les types de projets que vous avez. Certains inconvénients quand même à garder en tête, parce qu'il n'y a pas de solution parfaite nécessairement, mais plus difficile d'inviter des intervenants, comme je vous le disais, là, ça prend une certaine configuration informatique là, que même moi, je ne suis pas nécessairement au fait. Là. On a une ressource en TI qui nous accompagne, qui s'est occupée de ces petites configurations-là. L'interface graphique est quand même un peu moins conviviale que Trello. Vous avez quand même certaines limites de caractère où vous ne pouvez pas nécessairement écrire tout ce que vous voulez. Là, vous avez quand même certaines limitations. Ça vous oblige à être concis et ça reste que c'est quand même un outil plus de suivi que d'information. Donc, ce n'est pas dans cet endroit-là que je vous recommande de mettre l'information, mais plus de maintenir informé de vos équipes, quitte à mettre des liens SharePoint ou des liens vers votre serveur pour que l'équipe puisse avoir ensuite accès à l'information plus détaillée. Donc, je vous dirais là, que l'ajustement rapide de notre approche nous a mené, je vous dirais, en très peu de temps à complètement revoir notre quotidien à l'interne au sein de l'entreprise. Donc, que ce soit l'outil Build Tools qui sert à la planification des budgets, les avis de changement maintenant est beaucoup plus adapté parce qu'on ne fait que se concentrer à cet aspect-là avec cet outil-là interne qu'on a et qui est quand même dans une réflexion à l'interne, savoir au niveau moyen terme comment on peut trouver peut-être un outil qui correspond mieux à notre réalité. Et comme vous voyez, toutes les autres tâches liées aux enjeux puis aux axes d'amélioration qu'on voulait emmener ont quand même été répondus avec l'intégration de Teams et avec l'intégration de Planner qui permettent, dans le fond, d'avoir une meilleure structure de projet, d'avoir un meilleur processus de communication, le transfert, surtout, communication et entre les départements internes, mais surtout aussi entre les intervenants externes, la coordination entre les intervenants qui, dans Planner, est beaucoup mieux représentée, une transparence avec le client, parce que, évidemment, le client, il voit tout ce qui se passe sur ce tableau-là. Donc, s'il y a des questions, des doutes, des incompréhensions, c'est beaucoup plus facile de faire une tournée avec lui pour lui montrer un peu où on s'en va. Et évidemment, on réussit à réduire la lourdeur administrative tout en restant chacun chez soi et en évitant de se voir en personne. Donc, je vous dirais que de notre côté, l'expérience, somme toute, est positive. Et je vous dirais que ça a été une courbe d'apprentissage assez rapide, mais je pense qu'au final, il y avait une volonté de tous les intervenants à l'interne d'embarquer dans ces solutions-là
et rapidement, je pense que le monde a été capable de voir la valeur ajoutée que ça pouvait emmener. COVID a emmené beaucoup d'impacts peut-être négatifs, mais s'il y en a un positif qui est à retenir, c'est que ça nous a quand même forcé d'une certaine manière à se poser des questions puis à réaliser qu'on avait probablement certaines pratiques qu'on ne prenait pas le temps de mettre en application. Vous savez, ça fait 1 an et demi au moins qu'on travaille avec Teams chez A+. Ça fait 1 an et demi que notre expert en TI qui nous accompagne disait il y a plein d'avantages, il y a plein de bénéfices, il y a plein de retombées de Teams. Vous allez voir la journée que vous allez le découvrir, vous ne voudrez plus vous en passer. Puis, dans le feu de l'action, dans le quotidien, on était oui, d'accord, on comprend, mais on va voir ça quand on aura une chance. On a eu la chance, puis je pense qu'on n'avait pas le droit de la manquer. Ça aurait été un peu dommage de rester assis chez nous, attendre que ça passe, puis d'avoir pris la peine d'un peu voir comment on pouvait s'adapter en voyant les lacunes que le confinement allait emmener. Eh bien, ça a été une pierre deux coups pour complètement revoir plusieurs de nos activités courantes qui vont avoir des impacts positifs pour le futur au niveau de l'entreprise. On en est pas mal convaincus là, de notre côté. Donc, voilà, je pense que pour conclure, un mot de la fin là, de mon côté, rappeler qu'il n'y a pas de solution parfaite. Par contre, notre réalité à nous, que je vous ai montré aujourd'hui, a ses avantages. Est-ce qu'on est nécessairement capable de l'appliquer dans tous les projets, dans tous les cadres de business? Honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre à cette question-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça vaut la peine de l'essayer et trouver des manières pour changer notre quotidien. Ça a probablement beaucoup plus d'impact positif et long terme que ce qu'on peut penser d'entrée de jeu. Donc, là-dessus, c'est vraiment, je pense que ça serait important qu'on se souvienne de ça aujourd'hui, que pour faire une bonne collaboration, au final, il faut, hors de tout doute, penser à comment qu'au quotidien, on agit avec tous les intervenants du projet. C'est vraiment ça qui va faire une grosse différence. Donc, juste un petit merci spécial, dans le fond, pour finir. Là, j'ai mis le nom de l'équipe de l'ETS qui a participé un peu à certaines réflexions qui ont permis d'avancer. Donc, je voulais quand même souligner leur contribution ce midi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, ça fait le tour, Francis, de mon côté, de ce que je voulais vous parler ce midi. Moi, j'ai trouvé ça bien. On a eu quelques interventions et c'est encore possible. Il nous reste du temps. C'était encore disponible. On a utilisé différents termes rattachés à la gestion de projet en lien avec la distanciation. On a inventé un nouveau mot qui s'appelle le dérisquage, donc qui va rentrer dans le dictionnaire bientôt, probablement la COVID aussi, qui rentre dans le dictionnaire. On a utilisé le terme facilitateur. On a utilisé le terme également, peut-être nous définir davantage, je ne sais pas si on l'a défini, c'est le rôle du facilitateur, puis qui devient facilitateur? Je ne sais pas si on l'avait dit. Bien, j'en ai parlé. Je vais peut-être juste retourner sur cette diapo-là dans ce cas-là. Juste, ça vaut la peine de la remettre parce qu'elle est quand même intéressante. Parce que ça devient un métier dans certains cas de la construction de devenir le facilitateur. Oui, exactement. Dans une équipe projet, quand on regarde la théorie, il y a vraiment une fonction qui s'appelle le facilitateur. En principe, puis comme vous faites, pour ceux d'entre vous qui ont peut-être eu la chance de participer vraiment à un processus de conception intégrée où on fait des charrettes de conception, souvent c'est 3 à 4 séances de charrettes. Là. À ce niveau-là, vous avez vraiment quelqu'un qui occupe le rôle de facilitateur, qui essaie de distribuer le temps de parole et qui répond vraiment, là, le petit graphique là, que j'ai trouvé sur Internet et que je reprends. Cette personne-là occupe vraiment et s'assure vraiment de répondre à ces objectifs-là. Donc, de clarifier l'intention, d'un peu donner des lignes de design, d'organiser le cadre, d'accommoder la dynamique de groupe, focaliser sur le sens et les objectifs. Donc, guider l'équipe, s'assurer qu'on ne perde pas l'objectif initial et créer un climat de confiance où on est capable d'avoir un aspect créatif pour essayer de sortir des sentiers battus pour aller chercher le meilleur projet possible. Donc, dans certains projets, on retrouve vraiment quelqu'un qui a ce rôle-là et qui va tout au long du projet, surtout durant la phase initiale de conception, jouer le rôle de facilitateur. Et souvent, cette personne-là, après, va laisser sa place quand on n'aura plus besoin de ce rôle-là. Où j'en venais aujourd'hui avec ça, c'est
il y a beaucoup de projets qu'on veut faire de la conception intégrée et vous n'avez pas nécessairement, pour des plus petits projets, des projets rapides, le contexte d'intégrer cette personne-là qui vient faire 100% le rôle de facilitateur. Donc, mon point, c'est assurez-vous dans un début de projet de cibler quelqu'un qui va faire ce rôle-là de facilitateur. Chez nous, chez A+, on essaye d'occuper à travers nos projets un peu ce rôle-là. On a un architecte à l'interne qui pilote un peu les analyses de valeur, qui pilote les démarrages de projets pour être capable de donner, de porter le cadre au niveau des enjeux techniques. Mais ça, c'est la recette que nous, on développe. Mais à d'autres niveaux, ça prend quand même quelqu'un. Donc, est-ce que c'est l'architecte? Est-ce que le client délègue quelqu'un qui a l'expertise et qui a les connaissances pour être capable de faire un peu ce chapeau-là? Mais voyez le facilitateur comme le rôle qui est capable d'être un peu le chef d'orchestre et qui, sans nécessairement prendre ses intérêts en premier, va être capable de voir les bénéfices globaux du projet et d'être capable de faire en sorte que pas mal tout le monde au niveau du projet soit capable de mettre l'épaule à la roue dans un contexte où tout le monde vise les objectifs et les critères de succès du projet et non juste ses critères par rapport à son mandat qui lui a été donné. Donc, il n'y a pas de réponse noir ou blanc à ça. Je vous dirais que dans certains cas, surtout les plus gros projets publics, on retrouve des facilitateurs. Et dans les cas de plus petits projets rapides ou autres, essayer au niveau de l'équipe de déterminer quelqu'un qui va faire ce rôle-là et qui va devenir un peu aussi le guide et l'animateur des plateformes de collaboration que je vous ai marquées. Fait que votre facilitateur devient aussi la personne qui va s'occuper de la mise à jour de l'outil de suivi quotidien, que ce soit Trello, Planner et autres. Cette personne-là va avoir un rôle important si vous voulez aussi que ces tableaux-là soient suivis, respectés et qu'au final, les avantages qu'ils donnent soient vraiment perçus par l'équipe. C'est un peu ça, Francis, par rapport au rôle là, du facilitateur. C'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup à Louis-Philippe pour la présentation. Je ne sais pas, parmi les participants qui sont encore avec nous, si vous souhaitez formuler ou échanger avec. Par exemple, j'ai ici François Massicotte qui formule pour qui travaille le facilitateur. Si tu me permets, François, je vais t'introduire au groupe. Si tu peux prendre la parole, je vais te permettre de parler. Donc, allez-y, François. Oui, en fait, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Oui, bonjour, François. Parfait. Alors, écoutez, c'est ça que, en fait, je pense que Louis-Philippe, il a répondu pendant que j'écrivais ma question. En fait, c'est ça que je me demandais, c'est que qui fournit le facilitateur, qui introduit ce mode de relation avec le client et au bout de la ligne, par qui il est fourni et qui le paye? Est-ce que c'est un ajout au contrat de construction ou c'est inclus par, je ne sais pas, l'entrepreneur général ou le concepteur? Donc, c'est un peu curieux parce que c'est une formule qu'on connaît moins ou qu'on n'a pas beaucoup connue jusqu'à maintenant, mais qui est, selon moi, très prometteur. Alors, je pense que c'est intéressant d'aborder ce point-là. Oui, mais merci François de venir préciser un peu là, ta question. Je vais répondre en deux volets. Il y a le volet un peu qu'est-ce qu'on voit en ce moment dans l'industrie. Donc, qu'est-ce qu'on voit en ce moment dans l'industrie? C'est beaucoup au niveau des donneurs d'ordre publics. Les donneurs d'ordre publics, exemple, la SIC, ils vont faire des appels d'offres pour des facilitateurs pour faire des processus de conception intégrée avec les équipes dans différents grands projets là, que la ski en ce moment est en train de faire avancer. Donc, à ce niveau-là, c'est un exemple qu'on retrouve au niveau des donneurs d'ordre publics. La Ville de Montréal aussi ont déjà fait appel à des facilitateurs pour animer des charrettes de conception au niveau de projet pour faire de la conception intégrée. Ça, c'est ce qu'on voit en ce moment. Donc, beaucoup au niveau des donneurs d'ordre publics qui eux-mêmes vont engager un facilitateur pour guider l'équipe de conception. Le défi en ce moment avec nos modes d'approvisionnement, c'est que c'est rare qu'on intègre un entrepreneur général. Avec toutes les réalités qu'on connaît d'appel d'offres, du plus bas soumissionnaire, c'est difficile de déjà avoir un entrepreneur général à cette étape-là quand on ne sait même pas le coût de construction et autres. Donc, au niveau des donneurs d'ordre publics, souvent, on a plus dans certains cas, ce que j'ai entendu, c'est qu'on avait plus un expert en coût de construction qui était impliqué au niveau de la table, ou dans certains cas, il y a un entrepreneur général qui est impliqué, mais qui ne pourrait pas nécessairement soumissionner
sur le projet quand l'appel d'offres se ferait. Donc, c'est sûr que ça devient moins intéressant pour un entrepreneur de participer à cette étape-là, mais de ne pas pouvoir soumissionner le projet après. Donc, d'accord. Ça, c'est la première partie. La deuxième, ça, c'est plus ma vision que je vous ai parlé aujourd'hui, de dire, bien, écoutez, dans la plupart des projets, on n'a pas nécessairement les ressources, le client n'est pas nécessairement informé, n'est pas nécessairement au courant de toutes ces réalités-là. Donc, c'est à l'équipe projet un peu de se trouver une personne dans l'équipe qui va un peu prendre la responsabilité de dire, OK, je vais jouer ce rôle de facilitateur-là. C'est pas parfait, j'en conviens. L'idéal serait d'avoir un bon facilitateur dédié, mais première étape, je vous dirais, ça serait au moins de commencer à en identifier un qui prend un peu l'imputabilité dans l'équipe, disant c'est beau. C'est un peu l'approche IA+, de dire, nous, quand on prend un projet intégré, on dit au client, on va faire ce rôle de facilitateur-là, on l'assume, on le prend. C'est un peu aussi ce qui fait qu'on a démarqué avec une offre qui est un peu différente dans le marché. Donc, ça, c'est un peu sur le côté vision, d'essayer de faire étendre cette vision-là pour que d'autres la prennent, l'utilisent et commencer à faire boule de neige avec cette approche-là. Fait qu'il y a vraiment deux manières de voir les choses. Est-ce que ça répond à votre question, M. Massicotte? Oui, peut-être, oui, parfaitement. Un élément supplémentaire, c'est que ça me fait réfléchir à quand c'est, par exemple, A+, qui fournit ou qui joue le rôle en même temps d'entrepreneur général et de facilitateur, ben, est-ce que finalement, est-ce que le facilitateur qui est dans l'équipe de A+, est-ce qu'il y a un parti pris? En fait, je me demande jusqu'à quel point on peut être neutre dans une intervention comme celle-là. Ça, après, c'est sûr que ça fait partie du niveau de confiance, au niveau de transparence. Tout est une question après de comment on est capable de créer des bonnes balises. On a développé à l'interne chez nous un mode d'honoraire qui essaie de mettre le client en confiance, basé plus sur des taux qui font en sorte que le prix de construction n'aura pas d'impact sur notre profitabilité. On est conscient de l'image et des craintes que ça peut donner. Il y a un défi associé à ça, mais je vous dirais que quand on est capable de créer la bonne équipe projet qui travaille sur la confiance et la transparence, ben c'est pas vrai que la construction, c'est tout le temps juste un enjeu d'intérêt. Je pense que si on est capable d'avoir le bon groupe d'humains qui comprend les intérêts puis qui travaille pour le bien du projet puis que les contrats sont bien donnés pour que chacun, dans le fond, réussisse à travailler pour l'intérêt du projet, ça fait en sorte qu'au final, on est capable de faire en sorte que ce soit le projet qui est valorisé et non l'intérêt des bénéfices personnels. Ça, après ça, c'est les limites. Là. On ne peut pas nécessairement faire en sorte que tout le monde pense comme ça, mais c'est ce qu'on essaie de valoriser. Dans le modèle, que ce soit d'Avantage Plus ou de d'autres entreprises, de plus en plus, c'est l'idée d'apporter également de l'intelligence, du conseil intelligent à l'entrepreneur, au promoteur, en fait, à celui qui a besoin de faire les travaux. Des fois, c'est peut-être dans l'orientation développement durable, c'est peut-être dans d'autres aspects, mais c'est sûr qu'il y a certainement une plus-value que l'entrepreneur puisse également jouer le rôle de facilitateur dans certains projets, là. Comme il dit, dans un esprit de confiance et d'échange. L'objectif, c'est d'avoir Avantage Plus et d'autres entreprises souhaitent faire de la business, avoir d'autres affaires avec ce même client-là. Donc, c'est pas c'est un peu ça. Nous autres, de notre côté, 100% de nos clients, c'est du domaine privé. C'est souvent des petites entreprises, c'est souvent des propriétaires d'immeubles et autres. Donc, nous, notre enjeu, c'est d'être capable de refaire des projets avec ces clients-là. Donc, s'ils ne sont pas satisfaits, nous, notre problème, c'est qu'ils ne nous reviendront pas. Puis à un moment donné, on ne pourra pas. Ce modèle-là qu'on a développé, on est très conscient qu'il est présentement uniquement disponible dans le contexte privé. Et le contexte privé fait en sorte qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Un client privé, demain matin, il n'est pas satisfait, il va aller voir quelqu'un d'autre. Donc, il faut développer ce climat de confiance-là pour que le client réalise la valeur ajoutée. Donc, c'est un peu un cercle vertigineux. Contrairement au servicieux, on est voué à bien exceller là-dedans si on veut que ça fonctionne. Ça vient peut-être un peu naturellement le guider aussi, là. Ouais. J'ai une question c'est à votre attention rapidement, M. Massicotte. On se posait la question, peut-être vous introduire parce qu'on vous a lancé comme François Massicotte, mais peut-être nous situer.
Oui, certainement. Ben, je suis un gars qui vient du milieu du cautionnement. J'ai travaillé chez AXA et chez Intact à titre de vice-président cautionnement Québec, mais je suis aussi actuellement sur le conseil d'administration du Conseil du bâtiment durable et impliqué dans divers organismes, aussi avec Finance Montréal et la Jeune Chambre de commerce à titre de mentor. Donc, très intéressé par le milieu de la construction. Et puis, dernier commentaire, je pense que c'est si on revient au facilitateur, je pense que c'est une formule qui a beaucoup de potentiel et puis j'espère que ça va être mis de l'avant par plusieurs joueurs du Ouais. métier. Dans cet esprit-là, j'ai Martine, Martine qui est qui est avec nous, Martine Reed. Je ne sais pas si Martine, tu peux prendre la parole. Martine? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Martine travaille pour la SQI, donc dans le domaine public, là. Salut Francis, bonjour à Louis-Philippe aussi. Oui, bonjour Martine. Je suis conseillère en gestion des pratiques intégrées BIM-PCI à la SQI. Donc, Monsieur Mascotte, c'est mon rôle effectivement d'accompagner les équipes de projet en amont des projets pour embaucher des facilitateurs externes qui sont des tierces parties objectives au projet. Et ce sont des appels d'offres sur invitation avec des appels de qualification annuels. Donc, on a des banques de facilitateurs externes qui ont été pré-qualifiés et auxquels on a recours au lancement des projets. Dans l'infrastructure, dans les phases du cycle de vie de l'infrastructure, on interagit beaucoup dans les phases de démarrage et de planification. Donc, on étire un peu la notion de processus de conception intégré à la phase de démarrage. Puis aussi, on agit en démarrage et en planification en amont des projets. Donc, pour regrouper l'ensemble des intervenants. Et il y a toujours cette notion de facilitateur-là. Pour ce qui est des modes de réalisation, Louis-Philippe en faisait mention aussi. Je vous invite, selon votre intérêt, à participer des fois à des séances de formation sur les modes alternatifs de réalisation des projets. Il y a eu un lancement récemment sur le site de la SQI, la Société québécoise des infrastructures, pour 4 écoles en mode conception, construction, financement, en CCF. Donc, on parle de mode alternatif tout simplement, puis il y a de plus en plus de séances qui s'adressent au public à cet effet-là. Vous le trouvez sur la page d'accueil du site de la SQI. D'accord. Merci beaucoup. Merci Martine. Est-ce que ça te va, Louis-Philippe? Ben, pour moi, c'est parfait. Écoute, merci à tous là, pour vos questions, puis à François et Martine d'avoir aussi pris parole à la fin comme ça. Là, je pense que c'est venu préciser certains aspects qui étaient vraiment importants pour moi, puis que je réalise qu'on n'avait peut-être pas mis vraiment le doigt dessus, donc ça a permis de bonifier. Donc, merci à vous. Puis merci à toi, Francis, encore pour cette occasion d'avoir pu m'exprimer aujourd'hui avec vous, là. Parfait. Donc, merci beaucoup, Louis. Donc, Louis-Philippe, l'idée, c'est que le prochain webinaire va être le 30 et le 5 mai. Donc, on en a d'autres qui s'en viennent. L'idée également, c'est que le webinaire que vous avez présentement va être disponible en YouTube bientôt. Également, Louis-Philippe va nous partager éventuellement à sa convenance le PowerPoint, la présentation, pour qu'éventuellement, on pourra vous l'acheminer. Soit il sera concis ou identique, ça sera à suivre. Et parallèlement à ça, gênez-vous pas pour entrer en relation avec nous si vous souhaitez également animer, participer à un prochain webinaire. On est ouvert à la discussion, ouvert à l'ensemble de l'œuvre. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Merci beaucoup Louis-Philippe. Salutations à la gang d'Avantage Plus. Au plaisir, Francis. Je vois, juste avant de terminer, tout simplement un remerciement à la fin. Donc voilà, merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Merci Louis-Philippe. Merci, au revoir. Bye bye.